Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Donc vous êtes là parce que vous vous y connaissez en matelas. Oui. Et d'après vous, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un bon et un mauvais matelas? Écoutez, je comprends que vous vous posiez la question. Alors, bon, les bons matelas. Mettons, il fait nuit. Voilà, il fait nuit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'allonges dessus. Et là, boum, tu dors. Les mauvais matelas. Bon, bah, il fait nuit. Ça, voilà, il fait nuit. Et alors, bon, tu t'allonges dessus. Ça, tu t'allonges dessus. Et bon, tu dors. C'est pas pareil. Par exemple, Emma propose le matelas hybride V2, élu meilleur matelas testé en France en 2023. C'est un assez bon indicateur de si c'est un bon matelas ou pas. C'est celui que j'ai à la maison et on dort très bien dedans. Il existe maintenant la version 2+, avec une housse plus respirante. Tous leurs matelas sont dotés d'une couche Ergocell qui favorise la circulation de l'air, ce qui permet de rester bien au frais. Mais si vous n'avez pas besoin de changer de matelas, Emma, ce sont aussi des oreillers, comme les oreillers nuages premium, ou des couettes, comme les couettes 4 saisons adaptables à toutes les températures de l'année. D'ailleurs, quelle serait la différence entre de bons et de mauvais accessoires? Ah, écoute, bon, celle-là, elle est facile. Parce que bon, alors, les mauvais accessoires, alors ça, on les connaît tous et toutes, les mauvais accessoires. Tu les achètes, tu les fous sur ton lit, et là, bon, ils sont là, voilà. Alors que les bons accessoires, bon, tu les achètes, hein, ça, évidemment. Tu les fous sur ton lit, et là, ils sont là, et c'est des bons accessoires. Oui, d'accord, vous voulez dire que les cervicales sont alignées, les points de pression sont allégés, tout ça, quoi. Quoi, qui dit? Et quand tu choisis Emma, tu ne peux pas te tromper non plus, puisqu'il propose 10 ans de garantie, puisque vous disposez de 100 nuits d'essai, que la livraison et l'éventuel retour sont gratuits, et que tout est payable en 3 ou 4 fois sans frais, et en plus, grâce au Emma Days, vous avez des offres de lancement Black Friday, et vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à 50% et 10% de réduction supplémentaire sur les matelas avec le code LYNXTHESUN, YT en majuscule, n'oubliez pas le S à Lynx. Ce code est valable 2 semaines, et il sera aussi applicable sur les promotions Black Friday. 10% de réduction supplémentaire avec le code promo LYNXTHESUN, YT. En tout cas, merci monsieur, je pense que ça a été une bonne intégration. Ah bah ça, on va vite le savoir. Ça, je suis désolé, mais alors là, la mauvaise intégration, tu la calcules tout de suite. Qu'est-ce que c'est la mauvaise intégration? La mauvaise intégration, elle dure trop longtemps, les gens n'ont pas envie de la regarder, et puis tu sens que c'est commercial, que le créateur ou la créatrice, il fait ça pour l'argent, que c'est... Voilà, c'est une mauvaise intégration, quoi. Alors que la bonne intégration, c'est... Non, puis il y en a marre de vos questions à un moment donné, là. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. On se pose rarement pour admirer la magnifique rareté d'un Hayao Miyazaki, d'une Greta Gerwig ou d'un Pete Docter, ces réalisateurs et réalisatrices avec une filmographie parfaite. Parce que même les plus grands noms du cinéma ont 1, 2 ou une petite dizaine de gros bousins dans leur carrière. Prenez Ridley Scott, réalisateur d'Alien. Bon bah, il a aussi signé Exodus, Gods and Kings, qui est tout de même massivement chiant. Après, c'était peut-être un pari impossible. C'est le livre de l'Exode de la Bible, genre le vieux truc vu et revu. Est-ce que c'est bien possible de la raconter de façon moderne, intéressante et divertissante ? Mais malgré ça, Ridley Scott, qui a inspiré cette liste, parce que je viens de faire une excellente vidéo sur Alien, allez la voir après celle-là si vous voulez, je vous mettrai un lien. Ridley Scott disait « Je n'ai que 23e de mon classement. L'écart entre son meilleur et son pire film n'est même pas suffisant pour être évoqué. Mais qui sont-ils, ces réalisateurs qui ont touché du bout des doigts et les étoiles du firmament et le fond de la cuvette des chiottes? Voici les 20 réalisateurs qui ont le plus grand écart entre leur meilleur et leur pire film. » Prenons par exemple Joe Wright. Le gars nous a donné Orgueil et Préjugés, communément admis comme étant une très bonne adaptation d'un classique intemporel de la littérature. Mais il est aussi derrière Pan. Vous savez, le film où Hugh Jackman joue Barbe Noire? Très crucialement, hein, Barbe Noire, pas le Capitaine Crochet, et qu'il chante du Nirvana. Pan qui est également, comme Orgueil et Préjugés, une adaptation d'un classique intemporel de la littérature. Hein? J'ai oublié de répéter très bonne. Je sais. Les deux films les plus connus de Michel Gondry sont le meilleur et le pire de sa carrière. Il est même probable que vous ne connaissiez Michel Gondry que pour un seul film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, authentiquement un de mes films préférés et une masterclass à tous les niveaux. Et l'autre film connu de Michel Gondry, c'est Green Hornet. Ah là là, ah là là là, ah là là, ah là 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 là, terrible, terrible la sortie de route, terrible. Mais de toute façon, 2011 était une année maudite pour les films de super-héros avec Green dans le titre, on va y revenir.
Alors, il y a un truc qu'on va apprendre très vite dans cette vidéo, c'est qu'on ne chie pas sur les bouquins que les gens adorent. Par exemple, un gars comme Adam Wingard. Vous entendez peut-être son nom pour la première fois, c'est sans doute le cas pour son meilleur film aussi, The Guest. Alors perso, jamais entendu parler. Thriller d'action 2014, bon petit film apparemment. Il a aussi réalisé Godzilla vs Kong et sa suite. Bon bah ça va. Et il a aussi fait la version en live action de Death Note sur Netflix. Ah là, ça va plus du tout. Non, monsieur. Alors moi je suis mal placé pour en parler, hein, vous savez, pas fan de manga, tout ça, mais je sais que l'évocation de ce film peut provoquer des combustions spontanées chez les fans de l'original. J'ai été surpris de voir Dennis Dugan dans mon top 20 en faisant mes calculs parce que... Bah c'est un réalisateur de Happy Madison, la boîte d'Adam Sandler, et... Pour moi ils font que de la merde, non? Enfin, Pixel, Paul Blart... Little Nicky, le maître du déguisement, l'un des meilleurs rôles d'Eric Ciotti au cinéma d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis non, c'est vrai que Dennis Dugan a réalisé Happy Gilmore aussi. Et ouais, Happy Gilmore, c'était bien. Mais il a réalisé Jack and Jill aussi, l'un des pires films de l'histoire. Je veux dire... Dunkachino quand même. Le problème de ce sujet de top 20, c'est qu'il va forcément y avoir un ventre mou, on va avoir des écarts entre pas mal du tout et pas terrible, avant d'avoir les écarts entre chef-d'œuvre et désastre. Et en l'occurrence, Alexander Payne. Il a réalisé The Holdovers, qui est une très chouette comédie avec Paul Giamatti au sommet de son art, et il a réalisé Downsizing, un film avec Matt Damon qui rétrécit et qui est méga chiant. Le film, pas Matt Damon. Il y a effectivement un gros écart entre ces deux films, le premier à 4,22 sur 5 sur Letterboxd, ce qui est un très bon score, le deuxième à 2,36, ce qui est un score très moyen. Et il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est plus intéressant quand on parle d'auteurs comme John Carpenter, parce que c'est un gars qui essaye, qui se met en danger. Chaque film est une prise de risque, et c'est pour ça que c'est une légende dans le cinéma d'horreur. Pour moi, son chef-d'œuvre, c'est Halloween, mais son film le mieux noté, c'est The Thing. Et franchement, ça me va très bien aussi. C'est un banger, toi-même tu saches. Mais quand tu tentes beaucoup, bah parfois tu fais un The Ward, ou pire, un Ghosts of Mars. Alors il y aura toujours des inconditionnels qui vont l'adorer de toute façon, mais ce fut quand même de la merde, hein, Johnny. En parlant de si on essaye, on est voué à échouer, il faut qu'on parle de Gus Van Sant. Ah, Gus Van Sant, parlant de réalisateur qui ose. Et parfois ça donne Éléphant. Parfois ça donne Harvey Milk. Parfois son chef-d'œuvre, Good Will Hunting. Et d'autres fois, il veut refaire Psychose plan par plan. Le film d'Hitchcock. Plan par plan. Mais avec Matthew Vaughn à la place d'Anthony Perkins. Ce serait un peu comme refaire La Grande Vadrouille, mais avec Frank Dubosc et Kev Adams. C'est compliqué. Parfois, il y a une jolie symétrie dans cette liste. Prenez David Bowers. Alors moi, je le connais pas du tout. C'est le gars qui a réalisé Souris City et le film Astro Boy. Totalement inoffensif, du coup. Mais son meilleur film est l'adaptation du Journal d'un dégonflé, qui a l'air d'avoir un statut culte auprès de la génération Z. Et son pire film, c'est le 3e volet de Journal d'un dégonflé. Un changement de distribution fatal. Fracture du casting. Ils ont rien pu faire pour le sauver. Ah là, je déteste dire du mal de toi, Kenneth Branagh, immortel interprète de Gilderoy Lockhart dans la saga Harry Potter, et toutes ces adaptations de Shakespeare ont été saluées par le public et la critique, que ce soit Henri V, Hamlet, ou Beaucoup de bruit pour rien. Vous vous rappelez quand je disais qu'il fallait pas chier sur les livres que les gens aiment bien? C'est lui qui a réalisé Artemis Fowl. Alors pour celles et ceux qui sont pas familiers du massacre, imaginez l'adaptation d'une série de livres méga populaire, mais changez la personnalité du protagoniste, changez l'intrigue, rendez les personnages secondaires complètement creux, et faites en sorte qu'en plus le film soit très difficile à suivre si t'as pas lu le livre. Voilà. Mais là, moi, je suis pas d'accord. Voilà, là, on va parler de Josh Trank, très bien, parce que mon tableau le dit, on va parler de lui. Voilà, j'ai fait un tableau, on va parler de lui. Son meilleur film, c'est quoi? C'est Chronicle. Pas vu. Note correcte? Ok. Mais son pire film, c'est quoi? C'est Fantastic. Et je suis désolé, il est pas si mauvais que ça. Non, mais je veux dire, bon, le dernier tiers est rushé, le dernier tiers à chier. Mais 1,32 sur 5, pire qu'Artemis Fowl, pire que le Star Wars Holiday Special, pire que Catwoman, Madame Web, pire que Titanic 2. Bah, je pense pas, non? Et on va continuer dans les avis impopulaires avec les sœurs Wachowski. Leur meilleur film est incontestablement Matrix, et fort heureusement pour moi, leur pire n'est aucune des 3 suites que j'ai vraiment beaucoup aimées. Oui, j'ai adoré les 3 suites. Jupiter Ascending, par contre... Non, je vais pas mentir, j'ai beaucoup aimé Jupiter Ascending aussi, mais je suis un irrécupérable fan des sœurs Wachowski, moi mais c'est un film bizarre, c'est super bavard, avec un méchant qui contrôle pas le volume de sa voix, et Mila Kunis qui reconnaît son attirance sexuelle pour les chiens, c'est particulier, c'est particulier.
Alors si le nom de James Wong ne vous dit rien, entendre le nom de son meilleur film va probablement vous faire lever un sourcil. Destination Finale. C'est un film d'horreur, c'est un très bon film d'horreur, mais c'est pas un classique quoi. En fait, de tous les meilleurs films de ce top 20, c'est celui qui a la pire note. Alors, quelle atrocité a-t-il dû commettre pour parvenir quand même à la 9e place du classement? Dragon Ball Evolution. Ouais, on chie pas sur les livres préférés des gens, ouais. Spike Lee est là encore un nom reconnu. Pour moi, ce serait Black Klansman son meilleur film. Letterboxd estime que Do the Right Thing est meilleur, et pourquoi pas. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est allé se perdre dans un remake de Old Boy? Old Boy, l'original, c'est un thriller de Park Chan-wook, acclamé par toutes et tous. Enfin, il n'y avait pas besoin d'un remake, quoi. Il n'y avait pas besoin d'un remake. Depuis quand cet argument les arrête? Là, pour moi, on a un gros biais de récence, parce qu'au moment où j'écris ces lignes, un des films dont on va parler est encore au cinéma. Et c'est pas le meilleur! Francis, mon Francis. Certains et certaines estiment que Le Parrain est le meilleur film de l'histoire du cinéma, d'autres que sa suite est encore meilleure, et donc Megalopolis. Je l'ai pas vu encore, mais j'ai vu les critiques, et pour faire cette vidéo, c'est ce qu'on appelle un film qui divise. Si tu regardes sur IMDb, les notes les plus données sont 5 sur 10, 10 sur 10 et 1 sur 10. Ça n'arrive pas. Alors sur Allociné, il y a un consensus un peu plus clair qui se dégage. Après, Allociné a mis presque 4 étoiles à Red Notice. Donc ça vaut ce que ça vaut. Alors, petit coup d'œil derrière le rideau, ma méthodologie pour faire cette vidéo, j'ai regardé la filmographie de plusieurs réalisateurs, plusieurs réalisatrices, sur Letterboxd évidemment, et j'ai confronté leurs meilleurs et leurs pires films, mais en intégrant que les films qui avaient plus de 30 000 avis. Parce que sinon, on se serait retrouvé avec 20 entrées en mode « Hey, vous voyez Steam ?» Personne sait qui c'est, et ben il a fait ce film, et il y a 30 personnes qui l'ont trouvé génial, et il a fait ce film, il y a 5 personnes qui l'ont trouvé nul. Incroyable, non? Et ben, Joseph Sargent. Alors Joseph Sargent n'a précisément que 2 films avec plus de 30 000 notes sur Letterboxd. Il a réalisé 63 films, seuls 2 ont plus de 30 000 notes, et c'est son meilleur et son pire film. Le meilleur, Les Pirates du Métro, jamais entendu parler, les avis sont incroyablement positifs. Le pire, Les Dents de la Mer 4. Les Dents de la Mer 4, dont la phrase d'accroche était « Cette fois, c'est personnel ». C'est un requin. Non mais oui, mais voilà, mais Robert Zemeckis, mais alors là, si tu veux parler d'une filmographie de foufou dingo, certes, son meilleur film, d'après Letterboxd, c'est Retour vers le futur, mais Retour vers le futur 2 et 3, et Roger Rabbit, et seulement Forrest Gump, désolé du peu, La mort vous va si bien, et Seul au monde, et là, 2022, bam, Pinocchio qui marche dans du caca qui pue. J'ai pas d'explication. Quelque chose a dû altérer le continuum espace-temps, Marty! Alors, je faisais une allusion à Green Lantern tout à l'heure, réalisé par Martin Campbell. Sans surprise, c'est son pire film, Dieu merci. Mais, vu le niveau du massacre, il aurait suffi qu'il ait un film décent dans sa filmographie pour finir dans ce classement. Et il est 4ème, bah oui, parce qu'il a fait GoldenEye. Et il a fait Le Masque de Zorro. Et surtout, il a fait Casino Royale. Et là, en mettant les 2 films en parallèle, j'imagine Ryan Reynolds dans le rôle de James Bond, et j'ai un peu envie de mourir. Là, les dernières entrées sont plus courtes et vont l'être de plus en plus parce que ce sera toujours d'un côté un très bon film et de l'autre côté un naufrage, avec toujours cette incrédulité, comment le même mec peut avoir signé les 2 œuvres. Et le rapide rappel qu'un film est souvent l'œuvre de l'équivalent d'un petit village qui travaille pendant des années, c'est pas juste le réalisateur évidemment. Ce qui explique que Tom Hooper ait fait Le Discours d'un roi, et qu'il ait aussi fait Cats, Redi Inferno Mundi Venisti Abominatio Felina. Alors Mark Waters c'est qui? C'est le 2ème du classement bien sûr, et son meilleur film c'est Mean Girls, Lolita malgré moi. Et je me dis, alors le film est très bien, hein, voilà, j'aime beaucoup, mais je me dis, son pire film doit être une sacrée chiotte parce qu'il faut que l'écart entre les deux soit plus chaud qu'entre Le Discours d'un roi et Cats, ok? Et alors son pire film, c'est un film Netflix qui s'appelle He's All That, il est trop bien en français, qui est un remake de She's All That, et c'est une comédie romantique qui marque les débuts d'Addison Rae au cinéma. Enfin au cinéma, sur Netflix en l'occurrence, donc pas au cinéma, on se comprend. Et alors si comme moi vous avez plus de 30 ans, Addison Rae c'est qui? C'est l'une des plus grandes stars de TikTok. Et alors,
j'ai vu le film, parce que quand même j'étais curieux, je disais, ah oui vraiment ça pue la merde, fais sentir main. Et oui, alors il est abominable, tous les personnages sont détestables et elle joue extrêmement mal, mais 13e pire film de l'histoire du cinéma sur Letterboxd, moi ça me semble très Oh mais regardez qui est là, coucou. Et évidemment, vous pouvez vous vanter dans les commentaires si vous l'avez vu venir, peut-être le réalisateur à la filmographie la plus inégale de l'histoire d'Hollywood, M. Night Shyamalan. Son chef-d'œuvre est sans conteste le sixième sens, même pour un énorme fan d'incassable comme moi. Et pour le pire, j'aimerais vous dire que ça se bouscule entre Phénomène, After Earth, mais il a réalisé Avatar, le dernier maître de l'air, l'une des pires adaptations de l'histoire, et on ne chie pas non plus sur les séries préférées des gens. Voilà, c'était la parenthèse sur les réalisateurs qui ont le plus grand écart entre leurs meilleurs et leurs pires films. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Il y en a pas mal qui s'en sont bien sortis, genre Tim Burton, David Lynch ou James Cameron, parce que Piranha n'a pas 30 000 notes sur Letterboxd, mais quand même, on te voit, Jimmy. On se retrouve début novembre pour le dernier épisode de la saison 2 du Pire Éditeur au Monde sur After saison 1, et on se retrouve fin décembre pour un point culture sur les compositeurs et compositrices de musique de films. N'hésitez pas à passer me voir mardi qui vient sur ma chaîne Twitch, LinksTS, le lien est dans la description pour qu'on revienne sur cet épisode, et d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, et je referme la parenthèse.